Vous écoutez ma découverte numéro 5 et c'est Élise Madé avec vous. Ma découverte aujourd'hui, c'est la réalisatrice et scénariste Fanny Lefort. C'est rare dans une vie qu'on se rappelle exactement la journée à laquelle on a découvert quelqu'un et moi, je me rappelle exactement la journée que j'ai découvert Fanny Lefort. C'était le 1er mars 2016. Pourquoi je m'en rappelle? Parce que le 1er mars de chaque année, pour ceux qui sont adeptes de web-séries, il y a toutes sortes de pilotes de web-séries qui sortent dans le but de soumettre au financement du Fonds indépendant de production. Et je me souviens, quand j'ai vu cette bande-annonce-là, c'était pour le projet Bête à papa, une web-série qui a ensuite été diffusée sur illico.tv. J'ai vraiment été sonnée, j'ai vraiment adoré cette bande-annonce-là. Je l'ai vue plusieurs fois, puis même des années plus tard, des fois, je la réécoute, puis je la trouve encore bonne. Donc bref, ça a vraiment été un coup de cœur instantané pour l'univers de Fanny Lefort et je l'ai suivie par la suite. J'ai eu la chance de la rencontrer dans mon parcours professionnel, puis je dirais même aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire qu'on est amis. Fanny Lefort, ça a vraiment été une découverte pour moi. J'espère qu'elle le sera pour vous. Voici donc l'épisode numéro 5 de ma découverte. T'aimes les nains de jardin? Ah oui. Ben Amélie Poulain. C'est pour ça. Fétiche, là, fait que c'est sûr. Moi aussi. C'est pour ça, là, tu sais, c'est l'illumination, là. Oui, le petit nain de jardin au début. Quand Carmine m'a dit non, j'étais triste. Ah, dis non au début? Au début. Annie et moi, on l'avait rencontré pour vendre l'idée du nain de jardin. Si on change le monde dans notre métier, là. Moi, j'avais adoré cette flash-là, mais tu sais, comme tu peux le voir avec mes nains dans mon appartement, je t'ai déjà vendu, mais... Exact, mais toi, t'en avais un, on en cherchait en plus. T'étais où quand on cherchait notre nain? Mes autres sont moins... il fait moins... Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, j'en ai un qui est comme plus couché. Ouais. Ça aurait moins fité. Ouais, c'est vrai. C'est Amélie Poulain, tu sais, c'était comme un grand... C'est ça, c'était ça qu'on cherchait, rouge, ouais. Là, ouais. Okay. Mais merci d'être ici avec mes nains, Fanny Lefort. Merci. Est-ce que c'est là que ça commence? Oui, OK. Officiellement. T'es réalisatrice, scénariste, t'as ta propre boîte de production qui s'appelle Mimosa Film et t'as aussi, dans ton jeune temps, t'es animatrice aussi à Musique Plus pour la web télé de Musique Plus. Oui. Puis je te reçois aujourd'hui parce que pour moi, t'es une femme vraiment inspirante. Puis si j'avais 3 mots pour te décrire, ça serait ceux-ci. Tu me diras si t'es d'accord. Premièrement, je dirais lumineuse. Mm-hmm. Je sais que t'aimes les feux de Bengale, fait que je trouvais que ça fitait parce que je trouve que tu dégages ça, une espèce de luminosité. Ensuite, je dirais sensible, mais pas dans un sens péjoratif parce que je trouve qu'il y a une grande sensibilité dans ce que t'écris dans tes textes, dans tes dialogues aussi, tes personnages. Et troisième mot, je dirais forte. Parce que pour t'avoir vu, tu sais, sur un plateau de tournage, je pense qu'il faut être leader, tu sais, il faut être forte. Puis pour mener tes idées jusqu'au bout, tu sais, on parlait des nains de jardin tantôt, tu sais, il faut être capable d'être assez forte pour assumer ses idées. Puis je pense que t'as ça dans toi. T'es-tu d'accord avec ma description? Je suis d'accord, je trouve ça beau. Sensible et forte. J'aime la contradiction entre ces deux mots-là. Oui, puis, c'est ça. Effectivement, je pense que ça me décrit bien. Bravo, Élise. Merci. Donc, je voulais commencer par parler un peu de la source de cette passion-là que tu as pour la réalisation, pour le cinéma. Tu peux déposer le nain, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi de devenir réalisatrice ou animatrice? Ça a toujours été un rêve pour moi. Pas exactement, non. En fait, j'ai fait beaucoup d'art dramatique au secondaire. En fait, j'étais hyper timide au primaire. Là, c'en était presque maladif. Et puis, à un moment donné, non, c'est pas vrai. On se revient. Oui, je me souviens, l'élément déclencheur. Il y a eu une espèce de pièce de théâtre à mon école primaire. Et puis, ils ont demandé des volontaires pour aller sur la scène et faire une improvisation avec eux. Je sais pas pourquoi j'ai levé ma main. Pourtant, dans ce temps-là, même si t'étais timide? J'étais hyper timide, là, mais il y a quelque chose qui m'a appelée, puis j'ai levé ma main. Puis quand je suis arrivée sur la scène, j'étais comme une autre personne, complètement, tu sais. Je me souviens des yeux de ma professeure, puis elle était comme, mais voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec elle? À découvrir une autre Fanny? Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai comme eu un déclic à ce moment-là, puis là, j'en ai parlé à mes parents, puis tout. Puis là, ils ont dit, on va t'inscrire à des cours d'art dramatique. Donc, j'ai commencé l'art dramatique, puis ça m'a vraiment sorti de ma bulle, de mon cocon, puis tout ça. Au secondaire, j'ai fait concentration art dramatique à Curie-Labelle.
sais, c'était le centre de mon univers, là. J'en étais presque obsédée, là. Je ne vivais que pour ça, là. Ça m'a vraiment motivée à aller à l'école. Puis je voulais être comédienne à cette époque-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en secondaire 5, j'ai eu un prof un peu démotivant. Oh non! Un peu frustré. Qui a brisé ton rêve? Qui a brisé mon rêve, ouais. Il était... j'ai l'impression qu'il est devenu prof parce qu'il a peut-être pas réussi sa carrière ou peu importe. Pour des raisons, là. Et puis, tu sais, il me traitait, on valait moins que son anus. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, petite fille naïve, tu sais, qui voit la vie en rose, puis tout ça, je le regardais, puis j'étais comme, mais je ne veux pas être comme lui. Puis il arrêtait pas de dire qu'on n'était pas des vrais artistes. À un moment donné, j'étais arrivée avec une boîte de papier mouchoir avec une œuvre de Monet là, dessus, je pense, là. Et puis là, il était fâché. Fâché, c'était une offense à l'art que d'avoir ça sur sa boîte de papier mouchoir. Puis là, je me suis dit, ben si c'est ça un artiste, moi, j'en suis pas une. Tu sais, puis... Ah ouais, ça a comme été ça ta référence de absolument, dire... Absolument. Puis cette année-là, tu sais, alors que je faisais toujours ça pour le plaisir, tu sais, je riais, c'était pour le fun, tu sais, j'avais un plaisir incroyable. Puis quand on était dans son cours, il y avait comme plus de plaisir. Tu sais, on pouvait même plus rire, c'était sérieux. Tu sais, c'était sérieux ce qu'on fait, là. Tu sais, c'est fini, là, tu sais, rigoler, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, ben regarde, si c'est vers là que je m'en vais, non. Tu sais, puis ça, j'ai perdu confiance aussi, peut-être un petit peu aussi, en tout cas. Alors, j'ai décidé d'aller en sciences humaines, profil individu. OK, ça t'a marqué à ce point-là, carrément. Oui, absolument. Je voulais plus rien savoir, tu sais. Puis il enseigne-tu encore, ce prof-là? Il me semble que c'est inquiétant. Je me demande. Oui, c'est inquiétant. Fait que là, pendant le cégep, pendant quelques années, t'as comme mis cette passion-là de côté. Absolument. Et, tu sais, je me souviens, là, j'écoutais Dumas, là, dans mes écouteurs, je suis le cours des jours, à demi éveillé. Puis là, ça représentait bien ce que je vivais à cette époque-là. Et puis, parallèlement à mon rêve de devenir comédienne, j'avais aussi le rêve de devenir animatrice à Musique Plus. Tu sais, on est de la génération Musique Plus, là. Je passais des journées entières à attendre que mon clip de No Doubt Don't Speak passe. J'écoutais Claude Rajotte comme si c'était Dieu, tu sais. Puis je trouvais donc qu'il y avait l'air d'avoir du fun, eux, dans leur travail, tu sais. De parler de musique devant une caméra, d'interviewer des artistes, puis tout ça, ça avait donc l'air le plus beau métier au monde. Fait que c'était un rêve qui sommeillait en moi. Et puis, il y a eu un concours, VJ Recherché. Je me suis inscrite, puis je me suis dit, c'est ma dernière tentative pour mes rêves. Et puis... Tu te donnais pas beaucoup de chance à l'époque? C'est ça! T'avais quel âge à ce moment-là? Ça faisait 2 ans que j'étais au cégep, donc j'avais peut-être 19 ans. Ouais, 19 ans. Ouais. Et puis comme de fait, je gagne, je vais co-animer une émission avec Nabi et Isabelle au Salon Pepsi Jeunesse. Wow! Le rêve! Et puis, je me suis rendue, j'ai co-animé avec eux, puis là, la piqûre était encore là. On a mais c'était l'instant d'une fois? Oui, c'était une émission d'1 heure, c'était plus sur commande à l'époque, puis pendant 1 heure, j'avais co-animé l'émission avec eux, puis tout, là. Puis je me souviens, quand je suis sortie de là, j'étais complètement sur un nuage. Tu sais, on m'avait enfin réveillée, là, tu sais. Je suivais le cours des jours à demi réveillée, là, puis là, je venais d'avoir un choc électrique, là, vraiment une révélation. Puis là, je me suis dit, écoute, là, je pense que je veux être animatrice, tu sais. Alors, moi, je veux toujours tout de suite, là, ce qui est comme une qualité-défaut. J'ai un peu le même côté que toi, je dirais. Donc, tu sais, j'allais terminer le cégep, mais aller à l'université encore comme 3 ans, puis tout, je trouvais ça comme interminable. Pour retourner à Musique Plus. Ouais, c'est ça, tu sais. Alors, je me suis dit, j'ai essayé de trouver des alternatives, puis j'ai trouvé un cours de communication et médias au Conservatoire La Salle, défunt Conservatoire La Salle, c'est triste. Qui n'existe plus, ouais, c'est ça qui a fermé l'année passée. C'est tellement triste, c'est vraiment une institution, là. Il y a vraiment plusieurs journalistes et animateurs qui sont passés par là. J'ai appris à cette école-là, c'est fou, tout est super concret, tu sais, on fait des émissions de radio, on fait des émissions de télé, on apprend vraiment le métier de recherchiste avec une vraie recherchiste, puis tout ça pendant 10 mois. Et puis, ça a vraiment confirmé que je voulais faire ça. Puis finalement, bon, je termine mon cours, je suis super fière, puis je pense que, tu sais, le monde est ouvert. Ouais, c'est à toi. Ouais. Finalement, ben c'est pas si facile que ça, là. Il se passe rien pantoute, là. Tu sais, je continue à travailler au Boston Pizza, puis j'ai beau essayer, tu sais, d'envoyer mes CV, puis tout ça à TVA, Musique Plus, whatever, mais il y a rien qui fonctionne. Mais t'as finalement, quand même, t'as réussi à te rendre à Musique Plus. Comment ça s'est passé? Eh bien, je suis partie dans l'Ouest canadien.
à essayer de trouver mon identité. Puis en même temps, je me suis dit, ben je vais apprendre l'anglais. Puis tu sais, pour travailler, j'étais capable de parler anglais, là, mais tu sais, quand même avec des limites, là, tu sais, c'est ça, exactement. Fait que je me suis dit, aller dans un environnement où on ne parle qu'anglais, je pense que ce serait la meilleure affaire pour ajouter une corde à mon arc. Donc, puis t'as fait quoi là-bas dans l'Ouest canadien? C'était où? J'étais à Pemberton, qui est une petite banlieue de Whistler. C'est un petit village country, là. Tu sais, il y a des cowboys qui passent sur leur cheval. Tu sais, je travaillais dans un petit resto, puis j'allais bûcher du bois le matin. Vraiment, la fille de Laval était complètement ébranlée, là. Aïe, je comprends. Oui. Puis, fait que t'es allée là, t'avais pas vraiment de plan, puis tu travaillais en restauration. Oui, exactement, c'est ça. Et puis, ben c'est là-bas, il y avait une maison à côté, qui avait beaucoup de garçons dans cette maison-là. Et il y avait une fille aussi avec qui je travaillais, tu sais. Puis elle m'a dit, ben on est juste des Québécois, on est comme 10 Québécois dans ma maison. Je suis comme, voyons donc, mes voisins, tu sais, sont des Québécois, tu sais, je sais tu vas bien apprendre l'anglais avec des Québécois. Ben oui, tu sais, la meilleure façon. Alors, mais tu sais, en même temps, j'avais besoin de parler français un peu, tu sais, ici et là, donc je me suis liée d'amitié avec elle, puis là, à un moment donné, elle m'a dit, ben on fait une pizza night à la maison, tu sais, est-ce que tu veux venir à la maison? J'y suis allée. J'avais un chandail mauve, et il y avait un Olivier avec un chandail mauve et tout ça, et à cette époque-là, il venait de lancer un autre concours VJ Recherché. Puis là, vraiment, il cherchait une VJ pour travailler là. Et moi, j'avais ma petite caméra que j'avais amenée là-bas, et je savais juste pas comment faire du montage ou peu importe, là, tu sais. Alors, j'ai dit, ben, tu sais, avec les 10 garçons qu'il y a devant moi, il y a sûrement quelqu'un, tu sais, qui a un peu de connaissances là-dedans. Et puis, il y a Olivier, qui a un chandail du même mauve que moi, puis tout. Il a dit, ben moi, je fais des films de ski, là, dans mon petit coin, là, dans les cantons de l'Est, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, je suis capable d'en faire du montage, puis tout, tu sais. Ça, c'est une rencontre qui a changé ta vie. Qui a changé ma vie au complet. Fait que, on a fait notre pizza sur la même plaque, puis tout ça. On a mis nos pizzas sur la même plaque. On a mangé des jujubes, puis tout ça. Puis le lendemain, on s'est donné un rendez-vous pour parler de ce fameux démo-là. Puis finalement, ben, on est tombé en amour à la place. Puis on n'a jamais fait de démo. Ben là, ouais. Tu comptais sur lui? Non, je sais, mais on avait la tête dans les nuages, là, complètement. Il n'y a plus rien d'autre qui existait. Mais on est revenu quelques mois plus tard à Montréal, et puis on a discuté de ça, puis je l'ai convaincu, dans le fond, d'aller étudier en cinéma à Montréal. Il est allé étudier aussi un cours pratique à Trébasse et tout. Et puis, ben moi, pendant ce temps-là, je suis revenue, et puis une de mes amies, une ancienne collègue de classe, a dit, ben je cherche une stagiaire en ce moment à Musique Plus. Moi, je suis comme, oh my God, mon grand rêve! Alors là, ben, j'obtiens un stage à Musique Plus. Parce que VJ Recherché, tu l'avais pas fait non, du tout, on l'a pas fait. Ouais, non, c'est ça. Mais justement, dans mon stage, j'ai travaillé un peu sur VJ Recherché, mais comme stagiaire, tu sais, j'étais comme, oh, OK. Mais j'étais super heureuse d'être dans cet environnement-là. Écoute, j'ai fait de nombreuses heures non rémunérées, puis tout ça, là. Je m'investissais dans mon stage, tu sais. Et puis, finalement, ils ont cherché une réceptionniste. Alors là, je suis passée à la réception et je passais le courrier avec mon petit chariot. Ça, c'est une histoire qu'on a souvent entendue, un réceptionniste finalement qui réussit à monter les échelons. Mais c'était vraiment pas facile cette époque-là parce que, ben, premièrement, on était dans les grands changements de Musique Plus. Astral venait d'acheter et tout, puis il y avait beaucoup de mises à pied, de restructuration, puis tout. Donc les gens arrivaient au travail la tête basse. C'est moi qui s'étais toujours imaginé là, que la Musique Plus, c'était le party là, tout le temps, puis les gens arrivaient au travail, ouais! Tu sais, c'était pas ça du tout, là, vraiment pas. Puis quand t'es dans un endroit où tout le monde fait un métier que tu aimerais faire, puis que toi, tu donnes du courrier, puis tu réponds au téléphone, tu sais, c'est un peu agaçant. C'est comme si tu voyais toujours passer des gâteaux au chocolat devant toi, puis tu peux jamais en manger, puis toi, t'adores ça, le gâteau au chocolat, tu sais. Fait que, mais j'attendais avant de dire... Est-ce que t'étais frustrée? Est-ce que tu te disais, OK, non, j'en ai marre, je m'en vais? J'irais plus comme déçue, tu sais. Parce que, tu sais, ça correspondait tellement pas à ce que je m'étais imaginé, tu sais. Puis je me sentais comme plus petite, parce qu'à un moment donné, tu sais, j'étais rentrée déjà par la grande porte, puis avec un poste, tu sais, qui est vraiment cool, puis tout ça, mais je me serais peut-être sentie grande. Mais là, vu que je voyais que les gens me regardaient comme une réceptionniste, ben j'avais tendance à m'imaginer comme plus petite puis vulnérable, puis tout ça, puis c'est pour ça que peut-être que j'ai pas dit tout de suite que j'ai étudié en animation, puis j'étais pas game d'aller montrer mon démo, tu sais, à celui qui s'occupe des VJ, puis tout ça. Mais en parallèle, mon amoureux et moi, on avait une émission sur 33 Mag, qui est l'une des premières plateformes de web télé au Québec. On faisait des émissions de ski.
parce que mon amoureux, c'est un amoureux du ski. Et puis, j'avais aussi mon émission sur le sport extrême chez les femmes. Et tout d'un coup, Musique Plus a voulu aussi avoir une web télé. Donc, vu que personne n'avait d'expérience dans le web, mais que nous, ça faisait comme 8 mois, tu sais, qu'on avait une émission sur la web télé, mais là, ça comptait comme « Oh, wow! » C'était quand, ça? C'était quelle année, à peu près? C'était il y a une dizaine 2007, à peu près, ouais. 2007, OK. Ouais, à peu près. Fait que le web, c'était encore émergent à cette époque-là, on savait pas trop quoi faire avec ça. C'est ça, il y avait 33 Mag, puis il y avait Bomb TV, tu sais, avec Jeff Lee. Okay. Puis c'était les deux seules plateformes, mais c'était une bête que les gens ne comprenaient pas encore. La résolution n'était pas comme aujourd'hui, là. Quand t'allais voir là, une émission sur le web, écoute, c'était vraiment pas joli, ça laguait, tu sais, aujourd'hui, on a du HD, pis tout ça, c'est comme la télé, là, mais à cette époque-là, c'était pas ça du tout, puis la plupart du monde, c'était comme une émission sur le web, c'est quoi ça, tu sais. Mais bon, Musique Plus, à cause que YouTube leur faisait compétition, là, entre guillemets, là, vu que, à cause des vidéoclips et tout ça, ils souhaitaient avoir leur émission sur le web, et puis là, je me suis dit, ben là, c'est le temps d'attaquer, tu sais. Donc j'ai foncé, puis au début, il me revenait pas, puis tout ça, on est même allé tourner un démo par nous-mêmes à la sortie d'un concert, parce que c'était pour une émission de Vox Pop, tout ça, j'ai dit, regarde, qu'est-ce qu'on est capable de faire, tu sais, dès le lendemain matin, je suis capable de te livrer le montage et tout, puis finalement, ben ça a été un oui. Et puis, donc... Et là, vous en avez fait, quoi, plus de 200 capsules? Oui, exactement, pendant 2 ans. C'était quelque chose parce qu'on faisait tout de A à Z, tu sais, de la recherche. Tu sais, on avait quand même des bookers qui nous disaient, ben je te book, tu sais, tu vas là, mais à partir de ce moment-là, ben je fais ma recherche, un concept, je passe X nombre. Tu sais, des fois, on avait une journée dans la vie de, donc là, on passait vraiment avec l'artiste toute la journée, puis tout ça, du matin jusqu'au soir de son spectacle. Puis après ça, dès le lendemain matin, on devait faire le montage, puis on faisait notre mise en ligne nous-mêmes, on faisait notre promotion sur les réseaux sociaux nous-mêmes, donc ça tirait du jus, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Puis on en faisait à peu près 3 par semaine, donc tu sais, si tu calcules 3 par semaine, plus le lendemain, je fais du montage, ben tu sais, on faisait que ça. Puis bien entendu, on faisait pas beaucoup de sous avec tout ça. C'était payé, mais très, très peu. Donc, on a vécu ces années-là passionnés, mais pauvres. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, aussi un peu à contre-courant, parce que, oui, Musique Plus souhaitait investir dans le web, mais aussi avait très, très peur du web. Qu'est-ce que tu veux dire, peur? Parce que le web leur a enlevé leur raison d'être, qui est diffuser des vidéoclips, tu sais. Donc, ils voulaient l'avoir pour la mettre de leur côté, là, cette grosse bête-là, mais ils la craignaient beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient leur web télé, mais ils souhaitaient pas la propager pour pas que ça nuise à la télé. Donc, il y avait cette espèce de conflit d'intérêts-là bizarre, tu sais. Un des patrons avait même déjà dit, ben nous, on a le web parce qu'on a des émissions web parce qu'on est obligés. Fait que là, toi, à ce moment-là, tu te sens pas super valorisé dans ton travail, j'imagine, ouais. Si je faisais pas la promotion de mes émissions, ben tu sais, je veux dire, personne ne pouvait les voir parce que personne ne savait qu'elles existaient, c'était impossible. Tu sais, personne va se balader sur un site puis trouve ça par hasard, là. Donc, ça a été des années aussi où on nageait à contre-courant, puis tu sais, le but de faire quelque chose, c'est que ce soit vu. Ben oui, c'est clair. C'est bien beau triper, là. Oui, c'est le fun, là, tu sais, d'aller interviewer des artistes partout, puis oui, on tripe, mais le but, c'est d'exprimer ça aux gens, sinon, tu sais, ça sert à quoi, là? Tu sais, c'est de partager ça, là, tout ce qu'on a appris. Donc, ça a quand même été extrêmement essoufflant, tu sais, et oui, parce qu'on travaillait beaucoup, mais oui, mentalement aussi. Puis à un moment donné, ben on s'est dit, ben je pense qu'il faut que ça se termine, là. C'est assez, là. Puis de toute façon, plus ça allait, plus que je voyais que oui, j'aimais l'animation beaucoup pour les entrevues, mais en même temps, je réalisais que j'aimais beaucoup penser à des concepts puis tout ça, puis on faisait aussi des making-up de vidéoclips, là, tu sais, je voyais les réalisateurs en clip, tout ça, puis la fiction m'intéressait beaucoup. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis réorientée, je me suis dit, l'animation, c'est terminé. T'as mis vraiment une croix là-dessus, ça t'intéresse plus? Ça m'intéresse plus, non. Puis j'avais même eu une autre offre d'une émission télé après, là, ben, tu sais, une audition où ils m'avaient approché pour ça, puis j'ai dit non. Je suis même pas allée à l'audition puis tout, puis c'était vraiment... tu sais, oui, il y a peut-être des circonstances atténuantes, tu sais, peut-être que dans un contexte où, tu sais, j'aurais vraiment eu une équipe en arrière de moi, tu sais, puis de la visibilité. Ou tu serais passée à la télé, peut-être. Exactement, tu sais, peut-être, mais non, puis j'ai réalisé que j'étais vraiment plus une personne créative qu'une personne, tu sais, qui aime être devant une caméra, tu sais, puis tout ça, tu sais.
Donc, c'est là qu'on a commencé à essayer en fiction. Puis ce qui était quand même bien, c'est que la meilleure école de la fiction, c'est les vidéoclips. Et t'en as fait des vidéoclips? Et j'en ai fait. Hein? Puis ce qui est bien, c'est qu'on a rencontré tellement d'artistes sur nos clips que ça a été notre porte d'entrée pour faire du clip. Puis ça, c'est super parce que tu te pratiques à faire de la mise en scène, à visualiser tes plans, à diriger des acteurs. Tu sais, c'est quand même une bonne école parce que tu peux parler en même temps que tu tournes parce que, tu sais, il n'y a pas de son pis tout ça. Donc, tu sais, pour plus tard, c'est enrichissant parce que tu as commencé par ça puis après ça, t'es de plus en plus capable d'exprimer ton idée concrètement, tu sais, avant de tourner puis tout. Fait que ça a été une super belle école. Ensuite, j'ai écrit, puis on a essayé de développer nos projets de fiction. Alors, me voici auteure-réalisatrice, finalement. C'est une petite question, c'est comme ta première question. C'est horrible. Ma question était peut-être trop large, mais en même temps, je voulais qu'on trace ton parcours comme ça, parce que c'est super intéressant de voir le chemin que tu as fait, puis de voir aussi que, dans le fond, bon, ça a été plus difficile, mais de cette expérience-là où tu as appris beaucoup, tu as décidé d'en tirer quelque chose d'autre. Puis là, c'est à partir de là, dans le fond, que tu as mis sur pied Mimosa Film, que tu as bâti cette boîte-là avec ton chum. Oui et non, c'est que dans le temps de Musique Plus, on était quand même Mimosa, parce qu'ils sous-contractaient ça. Fait que vous étiez producteur de vos capsules. C'est ça. Mais après ça, Mimosa Film s'est réorienté. C'était presque notre seul client. Là. On filmait aussi des compétitions universitaires, là, des trucs comme ça là, à cette époque-là, mais c'était presque notre seul client. Mais je pense que qu'est-ce qui est bon de cette histoire-là, c'est que des fois, on a un rêve qui est très, très fort en dedans de nous. Ça se transforme. Mais c'est ça, mais je pense qu'il faut pas le voir comme une finalité. C'est que souvent, on se dit, je dois réaliser ce rêve-là. Mais dans le fond, un rêve, c'est juste un petit arrêt, puis après ça, tu passes à un autre, puis tout ça. Puis moi, ce qui m'a vraiment rendu triste quand on a laissé Musique Plus, c'est que je me suis dit, mon Dieu, ça sert à quoi de réaliser ses rêves? Quand finalement, quand tu le réalises, tu sais, c'est même pas si chouette que ça, tu sais. Finalement, j'ai juste réalisé, mais ça m'a amené vraiment à ce que j'aime, tu sais, puis c'est correct. Tu sais, c'était juste un petit arrêt, puis on repart vers une autre destination. Puis une chance que je l'ai fait, sinon j'aurais continué à arriver à ça, qui était peut-être même pas pour moi. Alors là, je l'ai essayé, ça va pas, mais j'ai compris ce qui m'allait encore mieux. Fait que peu importe les rêves, ça se passe comme on veut ou non, on apprend beaucoup de ça. Mais une fois que tu dis, OK, Musique Plus, c'est terminé, là, tu dis, OK, je me suis mis à écrire, mais est-ce que tu partais quand même t'avais-tu l'impression quand même de repartir à zéro parce que là, il faut que tu te bâtisses en tant que scénariste, en tant que réalisatrice? Ah oui. Puis ça a pris du temps avant que je me dise scénariste puis réalisatrice, là. En fait, c'est même presque nouveau, là, que je l'assume, puis je regarde les gens dans les yeux, puis tu sais, j'y crois, là, moi aussi. Parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui est très, très fort. J'ai jamais étudié comme réalisatrice scénariste. Là, mon premier scénario que j'ai écrit, j'ai regardé un tutoriel là, pour voir comment faire ça, là, tu sais, fait que... Mais pourquoi pas? Pourquoi ça serait moins noble que quelqu'un qui l'a appris? C'est ce que je me dis, mais c'est quand même comme tu te sens, tu sais, puis il y a aussi un moment où je me disais, tu sais, ils vont se dire, check l'animatrice, tu sais, qui essaie de... Puis au début, sur mes plateaux de tournage, tu sais, je m'habillais vraiment comme un peu en gars, tu sais. C'est un peu pour casser l'image. Je me dis, sinon, ils me prendront pas au sérieux, tu sais, fait que je m'étais comme... Tu sais, je suis une fille quand même coquette, là, mais là, j'oubliais la coquetterie là, pour mes plateaux de tournage, parce que j'ai l'impression que sinon, on n'allait pas me prendre au sérieux. Alors que maintenant, je m'achète une nouvelle robe par plateau de tournage. Tu l'assumes. Je l'assume. Tout le monde le sait aussi que c'est ta nouvelle robe. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de problème. Mais le sentiment d'imposteur, tu sais, c'est vraiment dans l'air du temps comme sujet, mais est-ce que c'est associé au fait que tu sois une femme ou c'était vraiment le fait que tu n'aies pas étudié là-dedans? Tu sais, ton statut de femme, est-ce que c'était quelque chose qui te complexait? Parce que être réalisatrice, veut pas, c'est diriger une équipe, tu sais. Puis des femmes réalisatrices, il y en a de plus en plus, mais on associe encore ça beaucoup aux hommes comme métier. Mais ce qui est surtout drôle, c'était inconscient, c'est que j'avais l'impression que, justement, mon apparence physique me discréditait, tu sais, ce qui est complètement pas logique. Tu sais, pourquoi tu serais moins pertinente quand t'es habillée comme une fille pis t'es maquillée comme une fille, tu sais, quand t'assumes ta féminité, en fait, tu sais. Donc, c'est pas contradictoire, au fond. C'est ça. Donc, je pense que c'était inconscient, là, pis tout. Mais sinon, je veux dire que j'ai quand même eu toujours des équipes que je me suis jamais sentie comme juste une fille, là, tu sais. Je pense que les femmes amènent souvent un leadership vraiment positif qui est peut-être des fois différent des hommes, puis tout ça, puis qui sont très à l'écoute de tout ce qui se passe aussi autour, puis tout. Puis, mais c'est ça. Mais sinon, le syndrome de l'imposteur, oui, ça vient du fait que j'ai pas étudié là-dedans. Oui, ça vient du fait que j'avais l'image de moi qui était une animatrice, puis tout ça, bien mise, puis que je trouvais que ça fitait pas avec l'image du réalisateur que j'avais. Puis, tu
sais, il y a aussi toutes ces années-là à nager à contre-courant, tu sais, sans que ça donne un résultat que j'espère, tu sais, je pense que, tu sais, il y avait ça aussi, tu sais. Est-ce que je vais encore me remettre à nager à contre-courant, tu sais, puis... Est-ce que ton professeur de secondaire 5 aussi, il revient un peu là-dedans, dans le sens que tu as l'impression d'être à contre-courant d'une certaine vision? C'est ça, exactement. Puis, tu sais, oui, c'est ça, c'est un bon lien que tu fais. J'étais incapable de dire que j'étais une artiste, tu sais. À cause de ça? À cause de ça. Puis, ça t'est resté? Avec les années, je me suis dit, pourquoi je suis pas capable? Tu sais, j'entendais le mot artiste, puis je disais timidement, là, peut-être, là, tu sais, si on disait t'es une artiste, j'étais comme... Oui, peut-être. Mais j'étais pas capable de l'assumer parce que je sais pas, j'avais encore cette image-là de cet artiste-là. Puis aussi, il y avait le fait que, tu sais, pour lui, on n'était pas des artistes du tout, là, tu sais, on comprenait rien. Donc, j'avais de la misère à dire que oui, je suis une artiste. Oui, je crée, là. Quand j'écris, je crée, là. De maintenant, je peux le dire, là. Mais maintenant, je m'en sers plus comme source de motivation, là, de tous ces petits échecs-là, là, ces petits briseurs de rêves-là qu'il y a eu sur mon passage, ben je les regarde dans ma tête, puis je me dis, ben, regarde-moi bien. Watch me. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu viens d'un milieu très artistique? Est-ce que ta famille est artiste ou du moins sensibilisée alors à la culture? Pas du tout. OK. Non, pas fait du que tout. t'étais un peu Laval, le mouton noir de ta famille. travaillent dans le domaine aérien. Mais j'ai une famille d'entrepreneurs, par contre. Puis là, je me reconnais beaucoup, là. Tu sais, mon grand-père a eu son restaurant, mon cousin a son restaurant, ma tante est traductrice à son compte depuis de nombreuses années, mon oncle a eu un restaurant, puis maintenant il est agent immobilier. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs. On est très fonceurs, je pense, dans ma famille, pour réaliser nos rêves avec quel que soit notre rêve ou quoi que ce soit. Fait que ça, je pense que j'ai ça d'eux, là, tu sais. Mais le côté artistique, non, pas du tout. C'est pour ça que c'était si inaccessible pour toi, ouais. Pour moi, là, tu sais. Puis le fait de faire ça aussi avec ton chum, est-ce que vous vous êtes comme bâti une espèce de famille ou de cocon, tu sais, est-ce que vous avez appris à bien vous entourer? Tu sais, t'avais toujours comme un peu ton pilier avec toi, ta personne, pour t'aider, ton bras droit. Puis autour de ça, vous avez bâti d'autres... Oui, c'est ça. Puis ça, c'est tout. C'est tout dans la vie quand tu commences à te bâtir un entourage, tu sais. Mon amoureux puis moi, on ça, puis une chance. Tu sais, quand il y en a un qui est à terre, l'autre le relève tout le temps, puis une chance, on n'est jamais les deux à terre en même temps, puis je pense pas que ni l'un ni l'autre, on aurait pu aller aussi loin si on savait pas l'un et l'autre dans notre vie, là. Tu sais, on est vraiment très complémentaires, et dans nos forces, nos faiblesses, puis aussi dans notre façon de réagir aux choses, tu sais, on se complète dans tout ça. Puis parce que lui, il est directeur photo, monteur. Exactement. Moi, réalisatrice, auteur, donc tu sais, ça se complète parfaitement, puis tout ça, puis c'est le même partout. Donc, une chance qu'on est là, puis qu'on se relève ensemble, tu sais, puis on avance ensemble, puis tout ça, puis c'est toujours le premier à lire mes textes, tu sais, quand je suis remplie de doutes, puis tout ça, puis c'est le premier à les commenter, puis c'est le premier aussi à m'amener plus loin, puis tout. Donc, tu sais, au moins, il y a cette frontière-là qui est déjà franchie avec lui, puis tout, tu sais, puis cette peur-là de faire lire pour la première fois, ben au moins, tu sais, il y a quelqu'un qui dit que c'est bon, là. C'est Oli, là, mais quand même, là, tu sais, il me le dirait, je pense que c'est pas bon, là. Mais est-ce que t'as l'impression parfois de manquer de recul, un peu, vu que vous êtes les deux toujours dans votre bulle ensemble, que vous faites tout tu sais, de la pré-production à la post-production ensemble? Oui, ben c'est ça, là, avec le temps, là, on apprend vraiment à s'entourer, là, puis ça, c'est vraiment précieux, mais ça prend des années, se développer un bon entourage, parce que, oui, il y a des gens avec qui tu vas travailler, mais il y a des gens avec qui ça clique vraiment, puis il y a des gens que tu sens vraiment qui vont essayer de tirer ton plein potentiel, qui vont amener quelque chose à ta vision, tu sais. C'est pas cool non plus de travailler avec quelqu'un puis qui dit oui à tout ce que tu dis, tu sais, c'est pas nécessairement ça que tu veux, là. Tu sais, tu veux quelqu'un qui va t'amener plus loin, qui va te challenger, mais aussi qui va croire en toi. Tu sais, des fois, on travaille avec des gens qu'on admire pour X raison. Hey, wow, je vais travailler avec cette personne-là sur ce poste-là. Mais tu sens pas que ça clique, tu sens pas que c'est quelqu'un qui va te suivre partout, tu sens pas que c'est quelqu'un qui va te donner confiance. Tu sais, tu sens que tu vas toujours essayer de prouver à cette personne-là que t'es bon, puis je pense pas que c'est simple, je pense pas que c'est ça que tu veux. Tu sais, je pense que tu veux des personnes qui vont se croire en toi, qui vont se battre pour toi, tu sais, qui vont être là pour toi, puis ça va être précieux parce que n'importe quoi que tu vas réaliser, que tu vas commencer ou peu importe, tu vas pouvoir leur demander un point de vue extérieur puis tout, puis tu sais, de plus en plus on le demande. Avant on était toujours juste les deux, puis je suis comme non, maintenant on va le demander, tu sais, on va en parler, on va parler aux gens puis ça à notre entourage pour qu'ils nous amènent des idées, puis ça se forme petit peu par petit peu, puis tu sais, c'est les bonnes personnes ici et là, puis ça vient pas tout de suite, tu sais. Parmi vos expériences marquantes, est-ce que
la création de la web-série Bête à papa, ça en fait partie de ces expériences fondatrices-là, parce que je pense que c'est votre premier vraiment gros projet. Oui. Il y a 8 épisodes, je pense, dans cette web-série-là, qui parle d'un sujet qui me semble assez personnel à toi. Comment t'as vécu ça, cette expérience-là? D'abord, d'où c'est né Bête à papa? Est-ce que c'est inspiré d'un fait vécu dans ta famille? Oui, quand mon père nous a annoncé qu'il a le cancer, mais c'est très, très, très inspiré de l'histoire, là. C'est hyper romancé, là. Il y a un paquet d'affaires, mais quand même, les émotions, les situations, tout ça, c'est toujours une traduction de quelque chose qu'on a réellement vécu. Donc, quand mon père m'a annoncé qu'il est atteint d'un cancer, le cancer des ganglions, je trouvais ça tellement pas concret que j'ai tout de suite imaginé une bête en arrière de lui, tu sais. Ah ouais? Ouais, vraiment. Puis là, je me suis dit, un jour, je vais faire une série avec ça, tu sais. Parce que c'est ça, dans la série, il y a une bête qui représente le cancer, puis là, on voit le père, à un moment donné, qui se bat avec la bête. C'est ça, exactement. Parce que, tu sais, quand tu parles de cancer, tu sais, c'est tellement abstrait, pas concret. Ouais. C'est ça, exactement. Puis pourtant, ça prend tellement de place. Dès qu'il y a un cancer dans une famille, il devient le personnage principal de ta famille. Tu sais, il upstage tout le monde. Il n'y a plus rien qui existe. La personne qui a le cancer, il se fait juste parler de cancer. Fait qu'il existe même plus, tu sais. Le cancer, il est presque devenu ton identité, puis tout ça. Fait que ça, puis j'étais vraiment une fille un peu naïve, tu sais, comme... Je suis vraiment née dans une enfance complètement heureuse, puis tout, puis oui, malgré quelques échecs professionnels ou quoi que ce soit, j'avais toujours mes parents, tu sais, qui sont comme des parents internationaux, là, tu sais, je veux dire, n'importe qui vont aller chez mes parents, là, mes parents vont les accueillir à bras ouverts, là, tu sais, c'est... Ma mère est comme la mère de chaque personne qu'elle rencontre, là, tu sais. Donc, d'avoir mon père qui m'annonce qu'il a le cancer, c'était comme la fin de la vie en rose, là, tu sais, vraiment. Ça a pété ta bulle un peu? Ouais, mes parents sont mortels, là, tu sais. Ouais. Puis ça a pris combien de temps avant que tu te dises, ben tu sais, t'as imaginé tout de suite la bête, mais avant que tu te dises, OK, je vais faire de l'art à partir de cet événement vécu-là, parce que ce qu'il t'a fallu prendre du recul, tu sais, attendre énormément. que... Ouais, c'est pas ça. le choix, parce que... Quand t'es trop collé dessus, j'ai essayé au début de trop, l'écrire, puis ça marchait pas, puis j'étais incapable... Tu sais, c'est bien beau ce que tu vis, mais tu sais, faut aussi que tu romances quelques trucs. Tu sais, j'étais trop collée dessus, je voulais trop raconter aussi ce qu'on avait vécu concrètement, puis tout. Puis là, il y a un moment donné, peut-être 3 ans plus tard, presque, où là, j'ai comme eu une vision claire d'où la série pouvait aller, tu sais, puis je me suis détachée, puis en fait, j'ai regardé ce qu'on a vécu d'un œil extérieur, tu sais, puis là, j'ai été capable vraiment de développer les épisodes et tout. Puis là, on s'était essayé pour le FIP. Fonds indépendant de production qui finance des web-séries. C'est ça, exactement. Donc, on avait sorti une bande-annonce sur le web. Qui était tellement... Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Je savais même pas qui tu étais, puis je me souviens avoir vu cette bande-annonce-là la journée que c'est sorti, puis ça m'avait vraiment touchée, puis je pense que j'étais pas la seule non plus, là. Ben exact, on a eu un feedback incroyable. On avait réel bossé pour la bande-annonce pour ça. On était dans les coups de cœur de C'est juste du web. Je parlais de sensibilité pour te présenter, mais justement, il y avait une sensibilité, mais de la luminosité aussi dans cette bande-annonce-là. Il y avait vraiment un mélange d'humour puis d'événements plus tragiques, mais la ligne était vraiment bien établie, justement, pour ce ton-là. Oui, ben en fait, le but, c'était de parler de cancer, mais pas de façon larmoyante. C'est ça. Parce que c'est toujours comme ça. C'est facile de tomber. Ben oui, absolument. Et puis, donc là, finalement, la réponse arrive et on n'est pas sélectionné, tu sais. T'étais surprise, j'imagine? Ben, j'étais surprise et surtout très, très triste. Puis à cette époque-là, tu sais, je commençais en fiction quand même. Tu sais, oui, j'avais fait du clip, mais tu sais, c'était un de mes premiers projets, puis ça. Puis pour moi, ça voulait dire j'ai pas de talent, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pleuré, j'étais anéantie. Jusqu'à temps que, comme dans les films, il y a un message sur mon répondeur qui dit « Allô, c'est Pierre Mathieu de Sidley. On est tombé en amour avec votre projet Bête à papa. On veut vous rencontrer, puis on veut vendre ça à Illico. » C'est un peu un coup du destin ou de la magie, quasiment. C'est incroyable. Je me suis mise à crier, là. Ça se peut pas, là, tu sais. Même pas un email, tu sais, un message genre sur un... En tout cas, c'était parfait. Et puis là, j'ai rappelé. Puis là, il est comme, OK, on se rencontre demain. As-tu tes scénarios? Je suis comme, oui, OK, je lis ça ce soir, puis on se rencontre demain. Là, je suis comme, hey, j'envoie mes scénarios, mais des fois, qu'ils aiment pas ça, est malaisant, là, la rencontre, là. Tu sais, c'est pas comme si, ben, je viens de lire tes scénarios, c'est vraiment excellent. Parce que lui, il se basait vraiment sur la bande-annonce qu'il avait aimée. Exactement, il avait rien vu d'autre, tu sais. Puis là, je me souviens, là, quand on montait dans l'ascenseur, là, je voulais mourir, là, j'avais qu'Olivier, là, mon partenaire de toujours, puis tout. Puis là, finalement, elle était comme, c'est les meilleurs scénarios que j'ai vus depuis longtemps, Puis là, j'étais comme, wow! Là, j'en revenais pas, là, c'était inespéré. Là. En fait, ça, c'était trop beau pour être vrai, là. Je suis comme,
Ça se peut pas, là. Mais c'est fou quand même, juste une bande-annonce, ça a fait le déclic qu'il fallait pour t'amener plus loin ensuite. Tu sais, il fallait que ça soit fort comme projet pour que quelqu'un d'autre le sente. Absolument, absolument. Puis là, par la suite, est-ce que ça a été facile à partir de là, mettre ça sur pied, ou quand même ça a été... Parce qu'il fallait que Illico accepte, évidemment. Oui, ça a pris du temps parce que c'est pas un projet... C'est un projet assez audacieux, tu sais, que de mettre la bête le cancer, il y avait des visions, puis tout ça, tu sais, puis ça n'a pas été un projet facile à vendre. Ça a été long avant d'avoir un oui. Puis finalement, quand on a eu le oui, on n'en revenait juste pas, puis c'est comme, c'est oui, puis on tourne dans 1 mois. Puis là, oh my God, OK! Puis là, je pense que j'ai même pas été contente. Je me suis juste dit, est-ce que je suis capable, tu sais? Je savais exactement ce que je voulais, là. Olivier et moi, on s'en était parlé plein de fois, on le voyait, on le savait, on l'avait même expérimenté, tu sais, avec la bande-annonce, puis tout ça, mais diriger une équipe... Encore ce sentiment d'imposteur. Ouais, et une équipe qui avait plus d'expérience que moi. J'étais la personne avec le moins d'expérience en fiction. Olivier et moi, on était les personnes avec le moins d'expérience en fiction sur le plateau. C'était toutes des gens qui faisaient plein de web-séries, de séries télé ou peu importe. Donc, à chaque fois qu'ils nous nommaient des noms qui allaient travailler avec nous, j'étais hyper intimidée. J'étais comme, ils vont me juger, ça va être horrible. Tu sais, ça me rongeait. La joie de faire ce projet-là était comme remplacée par un doute immense, là. Puis finalement... La veille du tournage, je pense, je rencontrais mon script, mon assistant réal, qui étaient les deux des réals dans la vie. Puis ça me faisait mourir de savoir qu'il y avait des réals avec moi. Parce que je me suis dit, ils vont juger tout mon travail. Ça m'obsédait, tu sais. Puis là, ben quand je les ai rencontrés, j'ai dit, je veux juste dire de quoi, là? J'ai peur. J'ai peur parce que vous aussi, vous êtes réal. J'ai peur de me faire juger par vous. C'est ma première fiction. Puis là, j'ai exprimé comment je me sentais. Puis là, on en a ri, puis tout ça, puis on a vraiment formé une belle équipe à partir de ce moment-là, puis tu sais, des fois, d'affronter, de dire réellement ce que t'as en tête, ben c'est tellement bien, parce que là, la table est mise, tu sais. Je suis pas dans mon coin en train de m'imaginer des affaires, je te dis déjà ce que j'ai en tête, puis là, on en a discuté, puis tout ça, puis là, à partir de ce moment-là... je me suis sentie bien, je me suis sentie forte, puis je me suis dit, OK, là, je suis capable. Mais t'as dû te sentir quand même bien entourée aussi, de savoir que ces gens-là avaient de l'expérience, tu savais que tu pouvais t'appuyer quand même. Oui. Mais j'avais extrêmement peur du jugement. Tu sais, c'était vraiment ça. Tu sais, diriger Marcel Sabourin, Gabriel Sabourin, oh my God! Tu sais, Marcel, on l'avait déjà rencontré pour la bande-annonce, je savais que c'était l'homme le plus charmant de la planète Terre, là, fait que je peux pas dire qu'il m'intimidait beaucoup, mais tu sais, est-ce que ça va cliquer avec Gabriel? Je l'ai jamais rencontré de ma vie, tu sais, je sais pas, finalement... Il est aussi adorable que son père, là. Ça a pas de sens. Donc, je pense que non, j'ai vraiment bien l'idée, ce plateau-là, puis j'ai compris que j'étais à ma place. En fait, dès la première scène, la première journée, tu sais, ça a pas pris du temps. Je me suis dit, OK, j'attaque, je suis là, c'est mon projet, c'est mon idée, tu sais. Il y a pas personne qui a plus à faire là que toi, tu sais, c'est donc bien con que je me sentais imposteur quand c'est moi qui ai écrit le projet, là, tu sais. C'est ton projet. C'est ça, exactement. Puis ce plateau-là a été incroyable. On a eu tellement un beau plateau, beaucoup de plaisir. Marcel a dit, c'est un des plus beaux plateaux que j'ai vu depuis longtemps, puis tout ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, de douceur. Tu sais, c'est une histoire de famille avec une famille qui est Marcel puis Gabriel Sabourin. Fait que tout prenait son sens. Ça s'est vraiment passé à merveille. Puis ensuite, ben c'est ça a été mis en ligne sur Illico. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'était sur Libre TV. Et c'était la dernière série de Libre TV. Donc, ils ont comme sorti la série, puis après ça, le site est mort, là. Fait que je peux pas dire que la série a été vue comme je le souhaiterais, mais bon, pour les personnes qui l'ont vue, je pense qu'ils ont aimé, puis tout. Puis moi et Olivier aussi, ça nous a prouvé qu'on était capable, tu sais. Que vraiment, il y a quelque chose, tu sais, il y a avant Bête à papa, puis après Bête à papa, tu sais. Après Bête à papa, tu sais, on le sait qu'on s'en va là, on sait que ça peut prendre du temps ou quoi que ce soit, mais on le sait qu'on est à notre place. Puis là, ça fait déjà 2 ans que ça a été mis en ligne. Est-ce que tu l'as revu depuis? Est-ce que tu portes quand même un regard sur cette série-là, tu sais, avec le recul, s'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou si t'as encore autant de fierté en la regardant? J'ai bien trop peur de voir ça, non, je l'ai pas revu. Non! Ça va venir. Mais tu te sens-tu déjà ailleurs, tu sais, par rapport à ce projet-là? Oui, bien entendu, on avance tout le temps. Là, à chaque projet, là, on avance, là, c'est certain. Là, c'est ça. Tu referais jamais la même affaire 2 fois, dans le fond. Oui, on l'espère, parce que sinon... C'est ça. Mais c'est quoi qui t'allume le plus de la réalisation? Tu sais, tu parlais que tu voulais être comédienne quand tu étais plus jeune. Est-ce que le travail avec les acteurs, c'est quelque chose qui t'allume beaucoup? Ah, absolument. Mais en fait, et dans l'écriture, dans la réalisation, je pense que c'est les personnages
ce qui me motive le plus, c'est vraiment développer des personnages, les comprendre. Est-ce que ça devient même avant l'histoire, la création des personnages? Oui, j'écris des bios là, qui se peuvent pas. Là. C'est même trop long, là, ça se peut pas. Là. Tu leur inventes une vie. Oli, j'y montre ça, puis il est comme, mais voyons donc. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Là? c'est bien trop détaillé. Là. Puis des fois, je m'arrête. Là, je suis comme, OK, on dirait que je fais un film sur sa vie à lui, puis c'est pas ça. Là, c'est juste pour comme la bio pour le avant, puis tout. Là, dans le fond, c'est le facteur qui vient porter le courrier. Non, je suis fascinée par lui-même, puis je pense que c'est ça aussi le lien avec Musique Plus, l'animation. J'aimais faire des entrevues, découvrir l'humain derrière l'artiste et tout ça. Puis donc, quand je développe des personnages, ben c'est ça. Puis j'ai cette vision que je pense que on est tous bons. Il n'y a pas d'enfants qui sont méchants là, dans la vie. Là. Puis des fois, c'est les circonstances qui font que on tourne moins bien. Puis tout ça. Donc, j'ai un non-jugement complet sur mes personnages, que ce soit un bon ou un méchant ou quoi que ce soit, s'il est méchant, puis si je l'haïs, il faut que je comprenne qu'est-ce qui l'a amené là. Jusqu'à temps que je l'haïs moins. Des fois, tu peux l'haïr un peu pour qu'est-ce qu'il a fait, mais que je comprenne qu'est-ce qui l'a amené à ça. Puis ça me fascine. Puis oui, j'adore diriger des acteurs. Je pense que c'est qu'est-ce que j'aime le plus, de regarder ma scène puis de l'analyser. Puis des fois, je vois ça comme une partition de musique, puis je suis comme non, là, il y a une fausse note, puis comment j'exprime ça. Puis, parce qu'en quelque part, tu traduis un humain à un autre humain. Tu sais, t'es un peu un humain que t'as dans ta tête. C'est ça. Puis là, il faut que ça se concrétise. C'est ça. Exactement. Parce que moi, je suis pas réalisatrice, je suis pas actrice. Fait que pour moi, le travail d'acteur, ça me semble toujours un peu abstrait. Tu sais, qu'est-ce que c'est concrètement jouer? Mais c'est de travailler ça, justement, pour atteindre le plus vrai possible avec le comédien, puis qu'il comprenne aussi le sens de tes mots, j'imagine. Oui. Vu que c'est toi qui l'écris, est-ce que ça t'aide à mieux diriger les acteurs? Ben oui, bien entendu, mais ça fait aussi que j'ai une vision hyper précise de ce que je veux. Mais des fois, il faut quand même être ouvert à d'autres propositions parce que ça peut être tout aussi bon aussi comment l'acteur l'a vu, tu sais. Faut pas que tu t'arrêtes avec exactement ce que tu voyais quand tu l'as écrit parce que des fois, il y a peut-être mieux que ça. Donc, j'essaie toujours quand même d'avoir une proposition de l'acteur avant de dire ce que j'avais réellement en tête avant parce que des fois, ça peut être hyper surprenant puis il peut vraiment amener la scène ailleurs. Fait que, mais le travail d'acteur, c'est... chaque acteur travaille d'une façon différente. Il y a des acteurs qui sont vraiment dans le moment présent. Quand ils jouent, je pense qu'ils s'oublient complètement. Ils deviennent une autre personne. Donc, tu sais, ces acteurs-là, si tu dis, ben, j'aurais préféré que tu fasses une hésitation à tel endroit ou quoi que ce soit, pour eux, c'est difficile parce qu'ils sont vraiment dans le moment présent, dans l'action, tu sais. Ils sont vraiment là. Ils incarnent, là. Ils deviennent. Puis il y a d'autres acteurs qui sont plus... détachés? Je te dirais détachés. Tu sais, même un certain acteur, il m'a dit moi, je vis jamais, mais je sais exactement sur quel bouton peser pour qu'à l'écran, ça paraisse comme si je vivais ce que je vis, mais je vis rien. Je suis une marionnette, tu sais. Donc, c'est particulier quand même. Mais chaque... Puis tu sais, là, c'est deux extrêmes, mais il y a tout le milieu aussi qui tu sais, il y a vraiment l'hypersensible et l'hyperrationnel, mais chaque acteur se situe, tu sais, sur une base de 0 à 100 entre ces deux trucs-là. Fait que quand tu rencontres un acteur, c'est aussi de voir, ben lui, où il se situe, comment il travaille. Dans le fond, t'essaies de saisir sa psychologie parce que t'expliques pas un personnage de la même façon à tous les acteurs. Puis tout ça, faut vraiment que tu comprennes, lui, comment il travaille pour essayer qu'il donne son maximum, tu sais, selon sa technique à lui, selon ce qu'il est, lui, tu sais. Comment tu les choisis, tes acteurs, justement? Est-ce que tu essaies de saisir ça dès le début? Ou tu y vas avec la proposition qu'ils vont t'offrir en audition? Comment ça fonctionne? Ben oui, mais aussi, en tout cas, je suis super instinctive, là, dans la vie. Rosanne, qui est... Rosanne Derry. Rosanne Derry, qui est ma mauve de Bête à Papa. J'avais vu passer sa photo sur les réseaux sociaux, puis je m'étais dit... Si je fais Bête à Papa, je veux que ce soit une fille comme elle qui incarne le personnage de Mauve. Puis là, j'avais juste savé sa photo dans mon document. Puis je savais même pas qu'elle était comédienne. Puis ma directrice de casting, j'ai dit « Regarde, je la vois comme ça. » Puis là, elle a dit « Ben, cette fille-là est comédienne, là. » Elle dit « Je viens de lui donner une formation, puis elle est vraiment bonne. » Puis là, je suis comme « Ben, voyons donc que ça se peut. » Puis je suis comme, ben go, je vais aller prendre un café avec elle, mais je suis sûre que c'est elle. C'est ma mauve, je le sais, je l'ai vue. Puis là, on est allé prendre un café ensemble, on s'adore, là, c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Puis j'ai même pas passé en audition, là. Je savais même pas comment elle jouait, en fait. J'ai jamais vu de démo ou quoi que ce soit.
Faut le faire, pareil. Faut le faire. Mais je savais que je devais aller vers elle. C'était plus fort que moi. Puis finalement, tu sais, on connecte vraiment. On a connecté à puissance 1000. On est rendu full des bonnes amies, puis tout ça. Puis c'était elle, Mauve, puis ça aurait pas pu être personne d'autre. Même pour Solstice d'un cœur brisé, récemment. Mais Élodie Grenier, je me faisais maquiller. Elle se faisait maquiller après moi pour un gala. Puis là, j'ai regardé, je me suis dit, oh my God, c'est ma fauve. C'est elle, je le sais, je l'ai jamais vu jouer. Puis tu t'es jamais trompée? Ben, ces deux-là, je me suis pas trompée, puis c'est les deux seules fois où je me suis dit, oh my God, c'est telle personne. OK, t'as eu comme la révélation. Ça. Mais des fois, c'est pas aussi clair que ça. Donc, des fois, il faut effectivement que tu passes des auditions. Parce que pour Selfie Nation, le pilote que tu avais réalisé pour Studio Sam, vous aviez fait quand même un bon processus d'audition, puis là, tu as dû en voir toutes sortes des propositions, des bonnes, des moins bonnes. Oui, c'est ça. Ben, c'était mes premières vraies auditions, tu sais. J'avais déjà fait faire des self-tapes là, à des acteurs, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire... D'habitude, je travaille de chez nous, je vais pas leur faire passer des auditions chez nous, là, en tout cas, fait que je faisais pas des... J'allais prendre des cafés, tu sais, je les rencontrais. Plus informel, disons. Ouais, exactement, mais là, c'était mes premières vraies auditions, puis j'étais super intimidée, là, j'étais comme... J'aimerais ça savoir comment ça se déroule. Qu'est-ce que je fais d'habitude? Est-ce que c'est correct si je fais ça? Comme, fais-le comme tu veux, là, tu sais, y a pas de formule pis tout. Je suis comme, OK. Puis là, finalement, Selfie Nation, ce qui était bien, c'est que on faisait une émission sur les YouTubers. Puis les YouTubers, là, ce qu'on aime d'eux, c'est leur authenticité, tu sais. Ouais. Puis si on allait faire une série sur les YouTubers où tout avait l'air scripté, ben c'est sûr qu'on se plantait. Parce que le public qu'on allait chercher, c'est les jeunes qui trippent sur les YouTubers parce qu'ils sont vrais, là, ils me ressemblent. Là. Donc moi, j'avais établi qu'il faudrait des passages d'improvisation dans les scénarios pour casser le jeu un peu. Parce que dès qu'un acteur va surprendre un autre acteur, le jeu il va ailleurs. Là. Tu sais, après, je sais pas combien de takes, là, tu connais ta réplique, puis tout ça, la magie est plus là. Plus machinal un peu, là. Exactement, mais quand tu sais qu'il peut arriver n'importe quoi, là, t'es beaucoup plus alerte, puis t'es jamais dans ta zone de confort. Puis ça fait vraiment un jeu beaucoup plus détendu quand on s'en va vers une improvisation. Donc, à cette audition-là, sans leur dire, on les faisait venir, on leur faisait faire une mini-scène, là. Puis après ça, on disait, ben là, on va falloir que tu fasses de l'improvisation. Là, on les assoyait, regarde la caméra. Tu voyais-tu la petite panique des fois? Il y a eu plusieurs comme morts cérébrales devant moi, je non. pense. Les pauvres petits loups, puis je le sais. Je me sentais mal à chaque fois. Pour à chaque eux. fois, j'étais comme, oh mon Dieu, les pauvres. Oh mon Dieu. Tu sais, je me sentais mal, là. Je le sais que c'est quelque chose de demander ça, là. Mais on voulait des gens des acteurs qui étaient capables d'improviser. C'était ça qui allait faire le succès de la série. Donc, on a vraiment misé nos choix sur ceux qui nous ont le plus fascinés niveau improvisation. Puis je trouvais que c'était vraiment un beau processus de casting. C'était vraiment cool. Puis, sur le plateau, tu sais, comment tu vois ça, la réalisation? Est-ce que tu te vois un peu comme une chef d'orchestre, comme... Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça que t'aurais dit comme mot? Oui. Mais c'est que dans le fond, tu traduis... Tu sais, tu traduis ta vision à la directrice artistique au niveau des décors, tu sais, tu traduis ta vision au niveau image à ton directeur photo, tu sais, puis tu retraduis tout ça à l'équipe. Donc, tu sais, t'es un peu le fil conducteur. Puis il faut toujours que tu gardes en tête que c'est cohérent ce que tu fais. Tu sais, des fois, il y a des personnes, des membres de l'équipe qui peuvent t'amener des idées extraordinaires. Mais est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on avait établi? Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on veut mettre de l'avant? Puis tout ça. Puis si ça l'est pas, je pense que le réalisateur, c'est la personne qui dit, ben non, je pense pas, parce que notre ligne directrice, c'est ça. Donc, le réalisateur, c'est vraiment la personne qui... Il faut que tu gardes le cap, on s'en va là, on a dit qu'on faisait ça comme ça, puis tout ça, puis qui va toujours s'assurer qu'on est dessus. Y a-tu des tics, je sais pas si c'est le bon mot, de réalisation que tu commences à avoir, que tu te dis « Ah non, ça, il faut que j'essaie de me détacher de tout ça. » Y a-tu comme des défauts que t'as qui te gossent sur lesquels tu essaies de travailler? Bonne question. Je sais que j'aime beaucoup les plans parfaite. Séquences. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais j'essaie toujours de m'améliorer. En fait, où je pense que, tu sais, je m'améliore à chaque fois. Je pense que à chaque acteur que je côtoie, je pense que j'ajoute une expérience concrète à diriger. Puis des fois, je repense à comment j'ai dirigé un acteur, puis je suis comme « Ah, mais je pense que maintenant, avec le bagage que j'ai, j'aurais été capable de mieux l'amener par ce chemin-là. » Mais c'est parce que puis je fais toujours une rétroaction sur comment je les ai dirigés. Puis des fois, avec le recul, je suis comme « Ah oui, j'aurais pu faire ça. » Il y a d'autres fois que je suis comme « Ah, bravo, je pense que c'est bien ce que j'ai fait. » Mais plus que je côtoie d'acteurs, plus que j'en dirige, plus que je comprends toutes les parcelles différentes d'humains que tu peux avoir, puis comment tu peux avoir le meilleur de chacun de ces types-là d'humains. Puis sinon, des patterns, mais tu sais, j'aime beaucoup les plans séquences. J'aime beaucoup les plans séquences parce que j'aime l'authenticité.
Puis c'est vrai que ça amène ça, un plan séquence, c'est tu laisses place à l'action. Tu sais, dans la vraie vie, quand je te parle, t'es en séquence, là. Ben oui. Il y a pas de over montage. the shoulder, là, tu sais, sur toi ou quoi que ce soit, là. Donc, je sens qu'on a un realness. Puis il y a une effervescence aussi à faire un plan séquence. On est sur le qui-vive, tu sais, on parlait aussi de l'improvisation, comment ça casse le jeu. Ben quand on est en séquence, on est comme ça, là. Tu sais, il n'y a pas personne sur le pilote automatique avec ses pantoufles, là. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'essaie d'avoir vraiment quelque chose de plus authentique possible. Là. Pas juste pour Selfie-Nation, là, en tout et partout, là, essayer d'atteindre. Parce que, tu sais, souvent, quand t'écoutes la télé, j'ai l'impression que souvent, on se dit, je parle pas vraiment comme ça, là. Ou c'est rare que tu dis ça. C'est pas vrai. Ouais. C'est ça, exactement. Ben, j'essaie de plus en plus d'atteindre ce vrai-là parce que comment on va aller chercher les jeunes qui écoutent les YouTubers puis qui trippent là-dessus? Tu sais, il y en a qui ont peur pour la fiction puis tout ça. Je pense qu'il faut essayer d'aller chercher ce realness-là en fiction. Puis je pense qu'il y a des façons d'aller le chercher, tu sais. Tu veux pas le perdre, ce public-là, là. Je pense qu'il y a des façons d'amener quelque chose de comme il l'aime, là, tu sais. Tu as aussi réalisé un film qui s'appelle Sauce à spag. C'est ton premier court-métrage que j'ai vu il y a quelques jours. J'ai beaucoup aimé ça. Puis ça parle de la peur de vieillir. Puis tu as voulu l'illustrer par le fait qu'on devient une adulte quand on fait sa propre sauce à spag. Puis je me demandais, tu sais, c'est quoi tes inspirations, justement? Tu sais, là, tu avais envie de parler de ce sujet-là en particulier ou tu avais toujours un peu cette ligne-là derrière la tête, ce flash-là en lien avec la sauce à spag? Puis là, tu te disais, OK, je pars un film à partir de ça. Tu sais, c'est quoi le point de départ, tu sais, sur tes projets? C'est souvent des flashs. Ça faisait comme Bête à papa, tu sais. J'ai vu La Bête, je vais faire une série là-dessus. Ma mère, elle voulait donc me montrer comment faire de la sauce à spag. Puis moi, je voulais pas. Parce que tu disais, non, je suis comme pas maman, prête. voyons donc, tu sais, je suis pas prête, là, puis je suis pas une adulte encore. Puis là, t'es comme, mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis j'ai toujours été maniaque des feux de Bengale aussi, tu sais. Puis là, parce que justement, je trouve que c'est l'effervescence, puis tout ça, puis c'est la spontanéité, puis tu sais jamais, tu sais, dans quel sens ils vont aller, puis tout. Donc, j'avais vraiment cette vision-là de cette fille-là qui avait comme une soirée un peu comme c'est un enterrement de vie de fille, là. Parce que c'était sa dernière soirée avant de devenir une adulte, parce que là, elle était forcée là, de faire sa sauce à spag. Mettons, moi, ma mère, elle m'a toujours donné mes petits plats de sauce à spag, là, puis tout va bien. Ouais. Moi, je me forçais à la faire, là. Mais elle, sa mère, elle la force à la faire, puis tout ça. Puis elle fume pas des cigarettes, elle allume des feux de Bengale, tu sais. Fait que j'avais ce personnage-là. Je pense que, écoute, presque dans le temps de Musique Plus, déjà, je pensais à ça, là. Fait que ça fait vraiment très, très longtemps. Mais là, avec qui elle interagit, elle? Tu sais, qu'est-ce qui se passe exactement, puis tout ça? Ça a pris des années, puis ça a pris beaucoup de recul, tu sais, à travers le temps. Je fais pas de sauce à spag, mais j'ai eu un enfant. Donc... ça, c'est encore plus ça, devenir un exactement, adulte tu sais. Fait que j'ai été forcée un peu de devenir adulte, même si je faisais pas ma sauce à spag. Puis, il y avait des jours où j'étais comme, pour vrai, je m'enfuirais de ma vie d'adulte, de mes obligations, puis tout ça, là, j'irais juste dans un bar, là, puis je dirais pas mon nom, puis je dirais rien de ma vie, là, juste pour comme m'enfuir de tout ça, là, puis passer une soirée là, où je suis plus une mère, là, tu sais, je suis juste un individu X, tu sais. Et puis c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Monsieur V, qui interagit avec Lila, là, la fille qui fume des sauces à spag. Pas qui fume des sauces, des feux de Bengale, ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tout le projet a pris son sens. Puis j'avais vraiment Mathieu Lepage en tête, qui avait travaillé avec sur Bête à papa. Il avait fait le client vraiment chiant. Puis je sais que lui, il est hyper bon en impro. Lui, il a jamais une take de pareil, là. Tu sais, avec Mathieu, là, tu peux jamais être dans ta zone de confort. Il est pas toujours raccord au montage. C'est ça qui gosse, mais c'est pas grave, il est toujours là, tu sais. Il est toujours vrai. Il est toujours dans la vérité. Donc, je l'entendais dans ma tête, puis il m'a vraiment inspirée. Je l'ai écrit. Sur mesure pour lui. Ouais, sur mesure pour lui. C'était mieux d'accepter. Puis là, tout a pris son sens. Ça faisait des années que j'essayais de l'écrire, puis ça marchait pas. Tu sais, je l'ai fait interagir Lila avec tellement de personnes différentes, tu sais. Mais là, enfin, je trouvais que là, ça amenait quelque chose. Puis en quelque part, c'était un peu la moi d'avant qui parle à la moi d'aujourd'hui. Tu sais, j'avais comme une discussion en deux temps avec petite Fanny et grande Fanny, tu sais. Puis, ben voilà. Fait que c'est souvent des flashs, puis souvent, ça prend du temps avant que les flashs se développent, puis tout. Mais plus que j'en fais, je pense que
plus vite je suis capable de les amener à terme aussi, là. Puis ce film-là, est-ce que vous allez le mettre en ligne bientôt? Parce qu'il y a peu de gens qui l'ont vu. Il a été à quelques festivals, mais... Oui, il devrait être en ligne bientôt parce que souvent, les courts-métrages... en fait, les courts-métrages, je peux pas les mettre en ligne tant qu'ils font la tournée des festivals parce que sinon, ça peut pas être diffusé dans les festivals. Puis là, il achève, là. On attend la réponse d'un dernier festival, puis si jamais on n'est pas pris, on le met tout de suite, puis sinon, ça va aller après ce festival-là. Mais j'ai vraiment hâte de le mettre en ligne, là. Oui, de le partager, là, parce que c'est un peu comme Bête à papa, tu sais, t'avais eu la frustration qu'il n'y ait pas tant de gens qui aient pu y avoir accès. Exactement. Là, j'imagine pour Sauce à Spag, c'est un peu le même feeling, là, ouais. Mais ça fait 1 an que j'ai juste le goût de dire « fuck les festivals », je vais juste le mettre en ligne, là, tu sais. Surtout qu'Oli et moi, on est vraiment comme issus du web, là, tu sais, on met tous nos trucs sur le web, là, puis là, tu sais, de garder ça dans un vase clos, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, puis on est comme « ah, j'ai hâte », tu sais, j'ai vraiment hâte de le partager. Ouais. Mais on va surveiller la sortie, parce que je trouve que c'est un film qui te représente bien, tu sais, quand moi, en fait, quand je regarde ce que tu fais, je me dis « ah, ça, c'est Fanny », tu sais, je trouve que t'as une signature, puis cette espèce de naïveté-là aussi dans tes textes, mais qui viennent toucher à quelque chose de vrai, tu sais, c'est pas juste rose bonbon, tu sais, enfantin, tu sais, j'exprime mal, là, mais je trouve que t'as une belle sensibilité. Je reviens tout le temps à ça, la sensibilité. Mais c'est ça, je pense que ça prend une certaine naïveté pour croire en tes rêves. Ouais, c'est ça. Mais ça prend quand même aussi une certaine force pour être capable de les accomplir, puis tu sais, je me suis toujours dit que le jour où j'allais arrêter d'être naïve, j'allais arrêter d'avancer, tu sais. Fait que j'essaie de cultiver, ma naïveté, même si elle est entachée, là. Elle est plus toute rose, là. Il y a des petites taches noires un petit peu partout, mais je cultive le rose bonbon, là. Il faut qu'il reste là, tu sais. C'est ça, ça fait partie de toi, puis ça fait partie de ton œuvre, puis tu vas continuer à l'explorer. Puis tu fais aussi du corpo, tu sais, avec Mimosa Film, puis je voulais t'entendre là-dessus parce que souvent on associe ça à quelque chose d'un peu péjoratif, le corpo. Puis j'ai vu quelques productions que vous faites, puis c'est loin d'être lettre, plate, tu sais, vraiment banal, là. Vous allez dans quelque chose de très léché pour divers clients, que ce soit dans l'agroalimentaire que dans le métal. Vous allez vraiment dans plein de directions. Est-ce que ça te stimule, toi, en tant que réalisatrice, de faire du corpo? Ah oui, j'adore ça. En fait, tu sais, il y a mon petit monde artistique, là, où tout le monde vit sur le plateau, avec des feux dans de le village, ou whatever, là, tu sais, tout le monde a entendu tel dernier album, a vu tel film, tu sais. Mais la vie, c'est pas ça, tu sais. On est dans un petit cocon, là, tu sais, puis on pense souvent, dans le domaine artistique, que tout le monde pense comme nous, tu sais. Mais j'aime ça côtoyer différentes personnes c'est pas la vie, c'est pas juste les artistes, ça m'inspire énormément pour mes personnages, puis tout, tu sais, des madames de bureau, des messieurs en usine, puis tout ça, c'est des humains riches, puis j'essaie toujours d'en savoir plus sur leur histoire, puis tout ça, parce que je trouve ça super inspirant, parce qu'encore une fois, je découvre des humains. Mais au sein de la production corpo, est-ce que tu trouves une liberté artistique quand même là-dedans? Absolument. On a la chance d'avoir des clients depuis des années, puis ils nous font une grande confiance, puis on est directement avec le client, il n'y a pas d'agence ou quoi que ce soit. Donc, quand on a une idée, généralement, ils disent oui, ils ont une grande confiance en nous, on la développe avec eux, puis tu sais, on n'a plus besoin de se prouver à eux ou quoi que ce soit, là, tu sais, ils nous font confiance, puis on peut aller au bout de notre vision, de nos idées, puis tout ça, là, puis on peut oser être audacieux un petit peu, là, puis sortir du cadre corpo, là, traditionnel, là. C'est ça, ça doit te sortir de ta zone de confort, des fois, d'aller sur le terrain comme ça, dans des... c'est quoi, par exemple, dans des usines... ça doit être quand même, comme tu disais, pour une fille du plateau... c'est ça! Et ouais, des usines de métal, là, surtout, là, c'est assez intense, il y a du feu partout, là. Ouais, c'est ça! Oui, mais en même temps, je trouve ça le fun de vivre ça, tu sais, Puis tu diriges les gens devant la caméra aussi qui ont aucune expérience, tout peut t'arriver, tu sais, puis si t'es capable de diriger ces personnes-là qui ont jamais été devant une caméra, aller les chercher, puis après ça, tu peux faire n'importe quoi. Si t'es capable de diriger un dirigeant d'entreprise, les dirigeants d'entreprise sont habitués d'avoir le contrôle, tu sais, personne leur dit quoi faire, ils sont en contrôle de leur image, de leur entreprise, de tout ça, puis là, toi, t'arrives, puis ils se sentent super vulnérables parce qu'ils sont devant une caméra. Tout le monde se sent un petit peu vulnérable devant une caméra. Et puis, tu dois leur dire les vraies affaires. Tu dois les diriger. Ces gens-là qui sont pas habitués de se faire dire quoi faire. Donc, comment tu y arrives? Parce que c'est son image aussi, tu sais. Tu veux pas qu'il ait l'air... Exact. Lui, il va t'aimer de toute façon après. Là, même si au début, il est comme, OK, il est un peu fatigante. Tu sais, à la fin, il va être comme, OK, finalement, je comprends pourquoi, tu sais. Fait que je trouve que tout est dans tout.
Tu sais, il y a pas... Ça se nourrit. Exactement, tu sais, la fiction, les corpos ou quoi que ce soit, mon travail est quand même un peu le même, tu sais. Puis, pour terminer, là, ça fait déjà quand même une bonne heure qu'on se parle, fait qu'on s'en va vers la fin. Mais je voulais t'entendre aussi, tu sais, sur Solstice d'un cœur brisé, ton dernier pilote que tu as sorti le 1er mars en vue de le faire financer par le Fonds indépendant de production. Tu sais, t'as pas eu le financement finalement, puis tu me disais que t'as pris la nouvelle d'une façon beaucoup plus saine ou, tu sais, beaucoup plus relaxe que, mettons, pour Bête à papa. Puis, est-ce que, tu sais, tu t'es fait dire quand même plusieurs refus dans ton parcours professionnel. Comment tu vois ça pour l'avenir? Est-ce que tu affrontes mieux les refus maintenant? Est-ce que ça te motive à aller plus loin, à dépasser encore plus ces barrières? Ou des fois, tu te dis, coudonc, tu sais, je vais passer, je vais finir à faire juste des corpos, ça va être bien plus facile, tu sais. Non, mais je pourrais, je vis de mes corpos très, très bien. Tu sais, je pourrais tout arrêter. En fait, je dépense pour faire ma fiction la plupart du temps. Oui, c'est ça. Tu sais, j'aurais déjà tu mets ton argent si je faisais pas de la fiction. Mais pourquoi? Mais ça revient à l'essence, puis c'est ça que je me suis dit récemment. Pourquoi je fais de la fiction? Parce que j'ai un plaisir incroyable à le faire, tu sais. Puis je pense que, de par mes idées, je pense rejoindre des gens, puis je pense les toucher. Je veux leur faire vivre une émotion, tu sais. Tu sais, des fois, une série que t'as vue puis que t'as sorti de ta réalité ou un film ou peu importe, tu sais, qui t'a amené ailleurs, ben ça fait tellement du bien, puis faire du bien au monde, tu sais, c'est ce que je souhaite faire, puis tout. Donc, oui, il y a les échecs, mais en même temps, est-ce que j'ai eu du fun à l'écrire? Est-ce que j'ai eu du fun à le tourner, tu sais? Est-ce que j'ai exprimé ce que je voulais exprimer? Oui. Fait qu'en quelque part, c'est pas une finalité. C'est pas perdu. C'est jamais perdu. Tu sais, il y a même d'anciens projets qu'on me redemande de sortir des années plus tard. Puis, tu sais, je sais pas, peut-être qu'un jour, ils vont arriver, peut-être pas non plus, mais un projet, c'est jamais perdu. Puis souvent, on pense que quand on vit un échec, on pense qu'on recule. On pense qu'on revient à la case départ. Alors que c'est tout à fait faux, tu sais. C'est juste que, tu sais, mettons, tu veux aller à Québec, ben, c'est pas vrai que t'es revenu à Montréal. Tu t'es arrêté au Madrid, puis t'es arrêté là. OK, tu t'es pas rendu à Québec. Mais t'as avancé. Ouais. T'as fait du chemin, tu sais, t'as rencontré des gens, t'as développé ton temps. Juste écrire, tu sais, juste quand t'écris, tu stimules un muscle. Tu sais, des fois, l'écriture, on pense, tu sais, moi, au départ, là, je pensais que ça prenait toujours l'inspiration magique, là, tu sais, puis il fallait que j'aille dans un café, là, puis là, c'était mon heure de création, puis... mais c'est pas ça, tu sais, l'écriture, c'est une discipline, c'est comme la course, tu cours pas un marathon du jour au lendemain, il faut que tu t'entraînes pour ça, ben l'écriture, c'est ça. Fait qu'en quelque part, je me suis entraînée à faire ce que j'aime. Puis c'est douloureux des fois, mais ça fait partie du processus. Vraiment, c'est ça, c'est comme un entraînement, là. Tu sais, comme quand tu t'es dépassé, là, t'as mal, là, mais ça fait partie de ça, puis c'est comme ça que tu vas aller loin, puis tout. Donc, faut jamais voir l'échec comme une finalité, il faut toujours te dire que moi, j'ai vécu un échec parce que j'ai essayé quelque chose. Les gens qui essaient jamais rien ne vivent jamais d'échec. Ouais. Fait que, donc, tu t'avances pas non plus. Oui, c'est ça, donc on devrait, en quelque part, glorifier l'échec, parce que l'échec, ça veut dire t'as essayé quelque chose, t'as avancé, t'as appris, c'est sûr que t'as appris. Puis là, maintenant, ben, c'est quoi la prochaine destination, tu sais? Puis que ça t'amène à la destination que tu veux ou non, mais t'auras fait une petite escale, puis ça va être bien le fun, tu sais. Fait que pour les autres projets qui s'en viennent, tu te dis, je m'essaye, coûte que coûte. Puis je pense qu'il a écrit un long métrage aussi en ce moment. Quelque part où il fait beau. Oui, j'aime déjà le titre, mon Dieu, je suis en amour. Attends. Déjà avec... Attends, je vais te montrer, comme je me suis fait un petit fond d'écran pour m'inspirer. Oh, wow! Ouais, c'est comme fait que c'est ça qui te pousse à écrire à tous les jours puis à donner ta discipline. Ouais, puis là, c'est super intimidant, là, un long métrage. Et je comprends. Tu sais, parce que mes web-séries, tu sais, c'était quand même plusieurs pages, là, tu sais, comme quand t'aimais l'une à la suite de l'autre, mais quand j'avais fini l'épisode 1, j'étais comme « Oh yeah, j'ai fini l'épisode 1! » 10 pages! Oui, c'est ça, mais là, je suis comme « OK, là, tu sais, je finirai pas demain matin, là, tu sais, c'est certain, là. » Puis tu sais, tu veux que ce soit incroyable, tu sais, c'est un long métrage, là, ça peut pas juste être banal, là, faut que ce soit vraiment fou, là. Puis dans l'écriture aussi, tu sais, Gabriel Sabourin, quand on avait tourné Bête à papa, j'y avais dit que j'avais écrit Bête à papa. Oui, c'est ça. C'était comme la première fois que je parlais à un auteur qui faisait ça comme moi, puis tu sais, il dit en combien de temps t'as écrit Bête à papa? Je suis comme, j'ai écrit ça en une semaine, les scénarios, puis tout ça. Il dit, ouais, tu sais, il y a toujours ce premier projet-là que t'écris, là, puis t'es comme, c'est magique, là, tu sais, c'est incroyable, tu sais, puis ça sort d'un coup, là, puis tu sais, comme, tout est super. Mais il dit, après ça, il y a les autres projets, tu sais. Il dit, les autres projets, là, ils seront pas faciles, là. Puis ça sort, tu sais, ça se peut que ça sorte encore comme ça, mais il y a
pas mal de chances que ça sorte pas aussi bien, tu sais. Puis il y a pas mal de chances que t'écris puis tu te dis « Maudit, j'ai perdu ce que j'avais en moi. » Tu sais, tu juges ce que t'as écrit puis tout. Mais il faut arrêter ça, tu sais. Tu avances. Le but, c'est de le faire un petit peu à tous les jours. Puis même si c'est pas la réplique idéale, même si tu trouves pas que t'as écrit la meilleure scène au monde, ben t'as retravailles après, là. C'est pas grave, là. Tu sais, c'est pas vrai que tu vas tout écrire d'un coup puis tout ira bien. Il faut arrêter de se juger quand on écrit. On avance, on retravaille, on avance, on retravaille. S'il y a une journée où il y a rien qui sort, c'est pas grave. T'sais. C'est là le vrai travail aussi. J'imagine que c'est là que t'as encore plus le sentiment d'accomplissement, oui, que tu te quand dépasses. Enfin, là, t'es comme, OK, là, je comprends, là, tu sais. Là, je comprends ce qui manquait. Des fois, c'est un tout petit détail que t'ajoutes, puis là, tout fait du sens, tu sais. Fait que ça, je garde ça en moi, beaucoup. Même si des fois, je suis quand même vraiment marabout, là, après une journée que je trouve que c'est pas... mais je suis comme, OK, bon, on passe à d'autres choses, demain, c'est une autre journée, là, tu sais. Puis t'as Oli pour te dire, c'est bien bon, Fanny, j'aime ça. Oui, c'est ça! Une chance. On va terminer l'émission avec un petit questionnaire rigolo. Ouais. Thématique, grande découverte, parce qu'on est au podcast Ma Découverte, je le rappelle. Ouais. Selon toi, c'est quoi la plus grande découverte de l'ère moderne? La plus grande découverte de l'ère... C'est quoi la tienne? Donne-moi un exemple de ce que ça peut être. L'imprimerie? Non, je sais pas. Ouais, Je pense que c'est pas une bonne question. La dernière fois que j'ai posé, ça a pas marché. OK, j'ai une autre question. C'est quoi une de tes plus belles découvertes en voyage? En voyage? Attends, je sais, parce que j'en ai beaucoup. Je voyage beaucoup. Ouais. OK. Bon, ça, c'est jamais quoi avec moi. Je vais essayer d'être cool. Ça fait 10 ans que mon amoureux, je l'ai amené par surprise à Las Vegas pour faire un tour dans le désert puis tout ça. Et puis, j'ai comme choisi un Airbnb, genre out of nowhere, tu sais. C'est comme... Tu sais, on voulait aller au Grand Canyon, mais c'était quand même loin du Grand Canyon, tu sais, c'était un petit détour, là, aller là-bas, puis tout ça, mais c'est juste qu'il m'appelait, tu sais, ce Airbnb-là. Donc, on s'est ramassé, on a fait vraiment beaucoup de route pour y aller. C'était cette petite cabane-là, tu sais, avec un canyon dans la cour, puis tout. La ville, elle avait juste une rue, puis c'était le nom de la ville, puis tout. C'était notre plus beau moment, je pense, de voyage ever, tu sais, puis personne connaît ça, tu sais, personne n'est allé là ou quoi que ce soit, mais c'était juste magique. Il y avait des poules, des chiens, on a rencontré une personne du village qui nous a parlé de la ségrégation aux États-Unis, puis tout ça, parce que sa mère était noire, puis là, avec Trump, il était victime plus que jamais de discrimination dans son village. Lui, il est surgi de nulle part dans un champ pour nous parler de ça, puis il était comme, enfin, j'ai des gens qui me comprennent, parce qu'il dit, moi, dans mon village, personne me comprend. Personne comprend ce que je vis, puis tout ça. Puis lui, du moment où Trump a été élu, ben déjà, quand il faisait son épicerie, il se faisait juger par les gens qui l'avaient toujours bien servi, puis tout ça. Il y avait des clients qui ont juste arrêté de lui acheter des choses parce que maintenant, on donnait raison aux gens qui sont racistes, puis tout. Puis lui, il est blanc, là. C'est juste sa grand-mère qui était noire, puis finalement, tu sais. Alors, c'était riche comme rencontre. C'était un lieu à couper le souffle. Puis tu te dis, tu sais, des fois, tu vois les grosses destinations ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est les tout petits arrêts. En prenant des détours. Ouais. Donc, tu sais, je pense que Airbnb, c'est ça que ça nous permet, là. Ouais, vraiment. Tu sais, comme, arrêtez de voir les grandes villes, puis tout ça, là. Regardez juste comme la petite aller maison chez qui les vous parle. gens. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est là que tu vas vivre de quoi, tu sais. Ben d'ailleurs, j'ai réécouté la vidéo que vous aviez faite de votre voyage. Ouais. C'est tellement beau, c'est magnifique. Écoute, j'en avais des frissons, je regardais ça, je me sentais en voyage avec vous. En préparant pour l'émission, je regardais tout ce que vous avez fait, puis ça, c'est magnifique. Tu sais, c'est à votre image, je trouve, tu sais, les images sont vraiment belles et le choix musical. Allez voir ça sur la page Facebook de Mimosa Film, pour vrai, ça donne le goût d'y aller, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné le goût. Un artiste que tu as découvert un peu par hasard, que ce soit dernièrement ou plus anciennement. Quand j'étais jeune, on tripait sur un petit gars là, qui ressemblait à Jonathan Taylor Thomas. Est-ce que tu te souviens de lui? Non! Peut-être un peu jeune, mais à mon époque, il était dans tous les films là, pour ados. Là, je me souviens même quoi? plus. Il faudrait que tu vois, je le dis, je le sais pas. Là, mais tu sais, il était sur toutes les revues là, pour adolescentes. Là, c'était lui, là, tu sais, un petit blond là, puis tout. Puis là, lui, là, notre Jonathan, là, il ressemblait à Jonathan Taylor Thomas. Puis là, il se promenait là, à Champfleury, là, à Laval, puis tout ça, puis il jouait au basket, puis tout. Puis il y avait un chandail Green Day. Tout le temps. Oh! Il y avait toujours son chandail Green Day. Tu sais, à l'époque, tu googlais pas, genre, Green Day, là. T'avais pas ça. Ben non.
Alors... Fallait que tu te connectes à ton téléphone de la maison pour avoir Internet. C'est ça, exactement. Mais nous, on s'est dit, on va aller au HMV. Puis on va aller acheter un album de Green Day. alors c'est comme ça que t'as découvert Green Day? Oui, c'est ça. Alors, on est allé acheter l'album de Green Day. On l'écoutait, là, puis on se sentait proche de lui, là, quand on l'écoutait. Puis on est allé on allait dans... Oh mon Dieu. On allait dans les cabines téléphoniques, là, puis on allait notre radio. Puis on trouvait son nom dans le bottin, puis on lui faisait jouer du Green Day. Ah, c'est cute! Oui, c'est adorable. Wow! Fait que c'est ton histoire Green Day, j'adore ça! Puis j'adore Green Day, là. J'ai suivi leur parcours, puis tout ça, j'ai vu leur spectacle. Puis encore aujourd'hui, dernièrement, j'ai montré des clips de Green Day à mon Léo, là, mon petit Léo 4 ans, là, puis il était comme, c'est les tannants, ils appellent les tannants. Ah! C'est cute! Est-ce qu'il y a une découverte scientifique que t'aimerais voir de ton vivant? Je le sais sûrement, ça. Je me suis déjà dit ça. La téléportation, un remède contre une maladie... Ouais. Qu'est-ce que je voudrais avoir de mon vivant? J'essaie de dire quelque chose de brillant, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup. Tu peux dire quelque chose de pas brillant, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais voir? Parce que je me suis dit en plus dernièrement, ce truc-là, puis je sais pas sur quoi je me suis dit ça. Tu sais, pour vrai... Ça me dérange pas, tu sais, si on voyage sur la Lune, les autres planètes, c'est cool, mais je peux pas... Ça te laisse indifférente? Ouais, c'est ça. J'aimerais comme savoir s'il y a une vie après la mort. C'est une grande question. Ouais. En même temps, si on dit qu'il n'y a pas de vie après la mort, je trouve ça vraiment déprimant. Mais on dirait que si on arrivait à confirmer qu'il y avait peut-être quelque chose, je trouve que tout ferait moins peur, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est quand même huge de se dire que un jour t'existeras plus, là. Ouais. Et pour terminer, est-ce que quelqu'un que tu aimerais me faire découvrir, que ce soit pour l'inviter prochainement dans le podcast, ou simplement que je me mette à googler puis tu me dis « Ah, telle personne, là, tu mériterais de la découvrir ». Ben récemment, je suis allée voir une exposition, mais tu sais, c'est pas... Ben, c'est quand même... Zoé Boivin, c'est une artiste peintre, je peux pas en parler en long et en large, j'ai pas fait 10 000 recherches, là, mais c'est une artiste de peintre que je suivais beaucoup sur Instagram, puis là, je suis allée à son vernissage vendredi dernier, puis je trouve que son art me rejoint beaucoup, c'est hyper naïf, mais il y a aussi un petit peu de... Tu sais, comme... Elle avait une œuvre pastel, puis tu sais, c'est abstrait, puis tout ça, puis il y avait quelques points noirs ici, puis tu sais, il y avait quelque chose de circulaire dans ce qu'elle faisait, puis tu sais, j'avais l'impression que c'était la naïveté, les petits obstacles que t'as, mais tu sais, que tu continues toujours, puis tout ça, puis ça faisait longtemps que je la suivais, puis j'ai vu ses œuvres en personne, puis j'ai eu une grande émotion, même, quand je les ai vues, puis je trouve que c'est une artiste à découvrir, c'est Zoé Boivin. Ouais. Zoé Boivin, parfait, ouais. Je note ça, je vais aller regarder ça. Puis c'est drôle parce que la manière que tu décris là, ça recoupe un peu tout ce qu'on s'est dit dans la dernière heure. Ouais. L'idée d'avoir des rêves, mais qu'il y a des obstacles, puis de faire son chemin à travers ça. Absolument. Merci pour ta générosité, Fanny Lefort. Vraiment, j'ai beaucoup aimé échanger avec toi, puis je suis pas mal certaine qu'on va voir prochainement d'autres de tes œuvres, puis qu'on va te voir évoluer en tant que réalisatrice, scénariste, cinéaste. Puis je vais continuer de te suivre, moi, en tout cas, parce que chaque fois que j'écoute ce que tu fais ou que je lis tes scénarios, ça me touche, ça me rejoint, puis je trouve que ça fait du bien d'avoir ce regard-là, que ça existe. Je suis bien contente. Merci, Élise, c'était le fun. Bravo pour tes entrevues, c'est des bonnes questions. Sauf celles qu'on n'est pas capable de répondre. Oui, c'est ça! Sauf les dernières à la fin, il faut que je retravaille. Mais là, tu sais, j'admire là, les gens tu sais, qui sont à la télé, là, les acteurs, qui sont comme, ils répondent du tac au tac. Oui, là, c'est ça. Faut que peut-être qu'ils s'inventent des questions chez eux, puis se disent, si jamais quelqu'un me pose cette question-là, là, je sais. Mais moi, je faisais ça quand j'étais jeune, genre, je m'inventais des questions. Ouais, moi aussi, je faisais ça, mais là, je le fais plus. Je devrais prendre le temps. Ben maintenant que t'es rendue une personne qu'on interviewe, oui. Oui, c'est ça. Merci. Et voilà qu'une autre découverte s'achève. C'était ma découverte de Fanny Lefort, Élise Madé à l'animation qui est avec vous. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux, en parler à vos amis pour le faire connaître au plus de gens possible. Nous, on se retrouve comme à chaque jeudi pour un autre épisode de ma découverte. Je vous le dis, là, faut vous abonner et vous pouvez pas manquer ça. À la semaine prochaine!